Il y a des pays qui te fascinent, d'autres qui te changent, d'autres qui te forcent à te regarder en face, et puis il y a ceux où tu te demandes des années plus tard si t'aurais pas dû rester. Sunny right now in Central Park at a temperature of 70 degrees. WCBS News Time 105. Ce petit bonhomme qui a soif, c'est moi. À l'époque, mon avenir semblait tout tracé. J'allais étudier, devenir ingénieur et m'installer quelque part entre New York et Los Angeles, dans un joli pavillon de banlieue. Et franchement, vu comme c'était parti, ça aurait très bien pu se passer comme ça. Même si j'ai toujours été un peu bizarre, Il y a de la merde là-dedans. Mais non, il n'y a pas de caca. j'ai eu une enfance plutôt normale, entrecoupée de voyages avec mes parents. Ça faisait juste partie de ma vie, c'est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte de la chance que j'avais, et on va en reparler. À l'école, je me débrouillais bien, et à force de faire des covers médiocres d'Eminem avec mon meilleur pote, j'ai fini par devenir plutôt bon en anglais. De fil en aiguille, je me suis retrouvé en dernière année d'école d'ingénieur et il n'y avait plus qu'à obtenir un stage aux États-Unis pour que la prophétie se réalise. Alors j'ai postulé chez SpaceX, ce après quoi Elon Musk en personne m'a cordialement enjoint à aller voir ailleurs qu'en Floride s'ils avaient besoin de moi pour lancer des fusées. Entre-temps, j'ai tenté un truc un peu au hasard. Un poste chez Continental, au Japon. Parce que voilà, j'aimais les cartes Pokémon et l'origami, ça doit être chouette le Japon, non ? Hi, Ian San. Great news. You got the job. You'll be starting in early April, and we'll start the visa process right now. Welcome to continental Japan. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Cet appel a tout changé. Le Japon. Tout le monde le connaît, pas besoin de le présenter, alors je vais vous le décrire comme le mois de 2017 le voyait. L'enfer sur Terre, et j'exagère à peine. J'y allais pas pour le tourisme, mais pour bosser. Je croyais dur comme fer à ces clichés de travail, jusqu'à épuisement. Et à la place de me renseigner pour me préparer et me défaire de certains clichés grotesques, j'ai évité le sujet pendant des semaines pour ne pas m'y confronter. Dans l'ensemble, c'était mal barré cette histoire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette expérience change ma vie pour le mieux et que j'en parle aujourd'hui avec des étoiles dans les yeux ? Et si c'était si bien, pourquoi j'y suis pas tout simplement resté ? Bien pour répondre à ces questions, on va se rendre sur place. Ça faisait 7 ans que j'avais pas mis les pieds au Japon. Ça va sans dire que j'ai adoré les 6 mois extraordinaires que j'ai passés ici. Malgré les occasions d'y retourner, j'y suis jamais retourné. Et dans le cadre de ce voyage, dis-toi, c'est le 14e vol de cette année déjà aujourd'hui. J'avais vraiment comme objectif premier la découverte de voir des choses nouvelles. Et là, de manière assez inattendue, c'est le fait de retrouver des choses que je connaissais déjà qui m'excitent à mort. En fait, aujourd'hui, on est à Fukuoka. Je suis jamais venu ici et pourtant, j'ai l'impression d'être de retour à la maison. La sensation, elle est extraordinaire. Le Japon, c'est vraiment un pays spécial. Il a cette saveur, cette odeur, cette signature sensorielle, ce flair. Ça ressemble à aucun autre pays, le Japon. Et je sais pertinemment que les réseaux sociaux sont déjà complètement saturés, blindés, bourrés de contenu Japon. Et c'est pour ça que cette vidéo, je la fais avant tout pour moi, pour essayer de boucler cet arc de ma vie. En 2017, je suis venu, ça a changé ma vie. En 2024, je suis de retour. Si au travers de cette vidéo, j'arrive à te faire ressentir en quoi le Japon est si spécial, et surtout en quoi il a bouleversé ma vie, puisque clairement, ça a été un changement majeur. Sans le Japon, je ne serais pas la même personne aujourd'hui et j'aurais sûrement fait des choix de vie très différents. Alors dans ce cas, je considérerais que j'aurais fini le jeu de cet arc de ma vie et que si j'ai réussi à te prendre avec moi, alors j'aurais platiné les quêtes annexes. Je serais vraiment super heureux, satisfait et épanoui de cette dernière décennie si j'arrivais ça. Bienvenue au Japon, bienvenue à Fukuoka et bienvenue à la maison. Quand je dis qu'un endroit me donne l'impression d'être chez moi, c'est le plus beau compliment que je puisse lui faire. En dehors de ma Moselle natale, un seul endroit m'a donné ce sentiment, c'est le Japon. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en 2017, à Yokohama, là où tout a vraiment commencé. Imagine-toi débarquer ici, introverti de base, t'as à peu près autant de confiance en toi qu'un flambi dans un tremblement de terre. Le japonais, tu le parles pas et tu le lis encore moins. Et pour la première fois de ta vie, t'es tout seul.
Les 3 premiers jours ici, c'était les plus merdiques de tout le séjour, mais avec le recul, c'est ceux que j'aimerais le plus revivre. Il m'aura fallu, 5 ans plus tard, traverser seul la frontière irakienne pour ressentir à nouveau une fraction de ce vertige-là. La plupart des gens ils viennent au Japon pour manger des sushis, moi je viens ici pour bouffer des madeleines de Proust. Il y a tout qui me rappelle comme c'était avant. Il y a ce magasin Fuji où j'allais faire mes courses, il y a ce Sukiya où j'ai découvert à quel point j'aimais le gyudon, il y a ce Lawson où j'allais acheter des glaces après le taf, il y a ce magasin de steak où quand mon père venait me visiter, il allait tout le temps parce qu'il me disait que les steaks avaient le goût de sa jeunesse. Il y a la gare de métro de Kamioka évidemment, que j'empruntais tous les jours de la semaine pour aller bosser et tous les week-ends pour aller explorer Tokyo. Tout est toujours là. Il y a ce magasin de karaage où j'adorais aller acheter mon poulet frit quand j'en avais marre de manger du gyudon. Rien n'a changé. Je me demande si j'ai changé moi-même. Ça fait bizarre en tout cas. Ça fait vraiment très bizarre. C'est le mot. Pour continuer à reviver les souvenirs, j'ai sauté dans le train direction Kanagawa Shinmachi, comme si je retournais au taf. C'est donc là que j'ai travaillé pendant 6 mois il y a 7 ans. J'ai commencé dans la tour de droite là-bas, puis on a déménagé assez vite dans la tour de gauche. Elle est pas très haute, mais comme elle est isolée, quand on allait boire le café à 4h au 17e étage, quand le temps était très clair, parfois on arrivait à voir le mont Fuji. Bon, c'est arrivé genre 2 fois en 6 mois, mais c'est arrivé. Je vous l'ai pas encore dit, mais niveau bouffe à l'époque, j'étais franchement difficile, carrément chiant même. Autour du bureau, il y avait une vraie constellation de restos incroyables, ce Népalais généreux et cette petite échoppe planquée qui servait les meilleurs sushis du monde. Et croyez-moi, j'en ai mangé beaucoup. Celui-là, c'est clairement une autre dimension. Et au-delà de ça, ça m'a ouvert à toute la gastronomie japonaise qui est juste... J'ai pas les mots, je vais laisser les images parler. Au boulot, tout roulait. J'étais aux 35 heures, pas aux 80, et petit à petit, je commençais à trouver ma place dans l'équipe. Tout ça allait dans le bon sens, mais le travail et la gastronomie, ça émancipe pas vraiment. C'est juste une extension de sa zone de confort. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. Petit remake d'une des premières photos que j'ai prises ici. Ici, on est à 4 ou 5 km de là où j'habitais avant. Et au tout début, quand je suis arrivé, j'étais terrifié, je sortais jamais. Et ce petit parc là, le parc Yamashita, à Yokohama, au bord de l'océan, c'est le premier endroit où j'ai osé venir au début de mon aventure. Et ça doit vous paraître con comme ça, mais les voitures, au tout début, c'est vraiment ce qui m'a fait sortir de mon appartement. Ça peut paraître puéril, un petit peu superficiel comme ça, mais quand j'ai découvert qu'il y avait des tas de concessionnaires de voitures haut de gamme, luxueuses, sportives, prestigieuses, tout ce que vous voulez, je me suis dit, allez, peut-être que le Japon c'est pas fait pour toi, mais ça au moins t'es sûr que tu vas kiffer. Et finalement c'est au détour de ces concessions, de ces rassemblements de bagnoles, de ces rues à fort potentiel super caresque, que j'ai découvert le Japon, le vrai, celui qui était en dehors de mon appartement et que je suis tombé amoureux du pays, quoi. Ça me fait presque croire au destin. Ma façon de faire était un peu circonvoluée, mais finalement tous les chemins ont mené, ont guidé mon existence au fait qu'aujourd'hui, si je voyage pas, eh ben j'ai des boules. Merci le Japon, et merci les voitures aussi. Ici tu vas trouver des magasins de voitures où ils vendent vraiment des caisses incroyables qui valent pour certaines des millions d'euros. Et tu peux les approcher parce qu'au contraire de chez nous, on n'a pas cette sensation un peu élitiste et poète-poète quand on rentre dans ce genre de magasin. Tant qu'on touche pas, tant qu'on fait pas chier, tant qu'on dégrade rien, ils nous permettent de rentrer, de prendre des photos des voitures.
Et franchement, c'est déjà cool parce que c'est pas tous les propriétaires qui nous permettent d'approcher des caisses pareilles. Bingo Sport, c'est un magasin de bagnoles juste épique. C'est pas juste une concession, c'est un temple de l'automobile. Un endroit où les voitures qui tapissaient les murs de ma chambre en poster, celles que j'avais en fond d'écran sur mon Windows 98, sont posées là, devant moi en état musée. Ils ont toujours des line-up complètement invraisemblables. Si vous cherchez une voiture prestigieuse, de course ou juste rarissime, ils l'ont probablement déjà. Les showrooms, c'est bien. Mais voir ces bolides en liberté dans les rues, les entendre ronronner, sentir les têtes se tourner à leur passage, ça c'est autre chose. J'ai vite repéré les spots parfaits pour assouvir ma soif de supercar et c'est devenu ma petite routine des week-ends où j'avais pas de plan. J'étais devenu un car spotter malgré moi. Mais ce qui est encore mieux que de traquer ces merveilleuses machines dans les quartiers huppés de Tokyo, c'est d'aller là où les passionnés se rassemblent, là où tout le monde vient pour une seule raison, partager son amour inconditionnel de l'odeur du sans-plomb. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Bienvenue à Daikoku Futo. C'est une aire d'autoroute sur une île artificielle aux abords de Yokohama. Tous les dimanches matins, c'est comme aujourd'hui, c'est le défilé des supercars. D'habitude, il y en a plus, mais aujourd'hui, il y a le marathon de Yokohama, donc beaucoup de routes sont fermées, ce qui a déjà en découragé plus d'un. Et tous les samedis soirs, c'est un peu des show tuning. Ce parking est incroyable. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment un des endroits qui me fait tomber amoureux de la région. Je vous jure que c'est fou. L'ambiance est incroyable. On y est. La machine est lancée. Toute la région s'ouvre à moi et surtout, j'ai enfin arrêté d'avoir peur d'aller vers elle. À partir de ce moment-là, j'ai plus vu le Japon comme un karmite à ciel ouvert, ni comme un labyrinthe hostile où tout me dépassait. Les murs psychologiques se sont fissurés, puis écroulés, puis j'ai compris que ce qui m'arrivait là, c'était peut-être la plus belle chance que j'aurais dans ma vie de reconstruire l'image que j'avais de moi et du monde au-delà de ma zone de confort. J'ai alors décidé de tout documenter en vidéo. Pas pour faire du contenu, mais pour garder une trace de cette métamorphose. Une preuve qu'on avance toujours, même quand on a l'impression de stagner. Qu'un jour, sans prévenir, on franchit une nouvelle étape. Et c'est sur cette berge ici que j'ai appris à parler à une caméra en public sans me sentir trop con. Je suis toujours un peu con, mais j'ai moins peur, disons. Et pour rejoindre les actes à l'envie, je suis parti explorer la petite ville de Kamakura à 50 km de Tokyo. Un saut de puce pour celui que je suis aujourd'hui, un immense pas pour le Yann de 2017. La première fois que je suis venu ici, dans ce temple à Kamakura, c'était la toute première fois que je sortais de mon appartement, sincèrement et véritablement pour découvrir le Japon. Sans aucune arrière-pensée automobile d'aucune sorte derrière. Et si je suis revenu ici, c'est que pour moi ça marque un moment marquant. C'est le début véritable de la métamorphose du Yann qui a peur de tout. En Yann qui commence un peu à découvrir le monde et l'extérieur. Et comme tout le reste, ça n'a pas beaucoup changé. Le Daibutsu, cette grande statue de Bouddha derrière, elle est toujours là. Elle médite toujours dans la même position. Ce qui a changé, c'est moi. La situation est plus la même. Alors oui, mon hôtel capsule, il n'est pas aussi chouette que mon appartement d'avant, c'est certain. Mais il ne s'agit pas que de l'appartement, il s'agit de la situation dans son ensemble ici. Avant, j'avais quelques amis, j'avais un travail, j'avais mon appartement, effectivement. Et dans l'ensemble, je me sentais chez moi. Et si je me sentais chez moi, c'est parce que j'avais la sensation, ou pas que la sensation d'ailleurs, d'avoir un lendemain sur le calendrier. 6 mois, au tout début, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Mais ça finit par passer, la preuve. Je me sentais chez moi et aujourd'hui, si je m'y sens toujours bien, c'est plus chez moi. C'est plus chez moi. C'est fini. C'est marrant que je parle de ça maintenant parce qu'aujourd'hui, c'est le 180e jour de ce voyage. Ça fait 6 mois.
Et ce qui est fou, c'est que plus j'avance dans ce voyage, plus je réalise que le temps n'a jamais été mon ennemi. Il m'a juste fallu sortir une première fois, oser m'éloigner un peu de la voiture, un peu de mes repères, pour comprendre que le Japon n'allait pas m'engloutir, mais m'ouvrir. Kamakura, c'était le premier pas. Et parfois, il suffit d'un premier pas pour que les autres deviennent naturels. Alors, j'ai continué. Et très vite, un autre lieu a fini de bousculer mes certitudes. Un endroit posé sur la mer, un bout de rocher qui ressemble plus à une parenthèse qu'à un quartier. Enoshima. C'est là-bas que quelque chose s'est définitivement débloqué, là-bas que j'ai vraiment commencé à marcher, sans avoir peur. Ici, c'est l'île d'Enoshima. C'est le dernier endroit des débuts sur lequel j'avais envie de revenir. Parce que c'est l'endroit qui, pour moi, a achevé la métamorphose dans la tête. En fait, quand j'ai visité Enoshima, c'était la Golden Week. C'est une semaine de printemps au Japon, où il y a tellement de jours fériés qu'en général, le pays tout entier est en congé pendant la semaine. Et je me souviens que cette semaine-là, j'avais vraiment envie de faire un truc exotique. Alors, j'avais envie au sein du Japon, j'avais envie d'aller loin, de voir du nouveau. Bon, seulement évidemment, pendant les Golden Week, tout est déjà réservé longtemps en avance. Du coup, j'ai pas pu faire de trucs très exotiques, justement. Je me suis retrouvé ici à Enoshima. Et c'était chouette. Il y avait beaucoup plus de monde, par contre, la première fois, vu que c'était la Golden Week. Si dans les faits, la transition entre l'ancien Yann le peureux et le nouveau Yann l'aventurier n'était pas encore faite, dans la tête, c'était acquis déjà. L'envie était née. C'est marrant tout ça parce que tout à l'heure, j'ai été abordé par un Polonais de 8 ans mon année, 38 ans, qui était là, lui, pour acheter une maison et s'installer après de nombreuses déceptions dans sa vie en Pologne. Et elle m'a dit que ce qu'il regrette le plus dans la vie, c'est d'avoir trop attendu. Je vois que c'est les voitures qui m'ont amené à aimer le Japon, que je me suis retrouvé au Japon un peu par la force des choses, parce que j'ai postulé au pif et que j'ai été accepté ici en stage. Peut-être un signe du destin qui me dit « Yann, c'est bien, t'as assez exploré, t'as assez réfléchi, mais maintenant il serait temps d'agir. » Peut-être. J'en sais rien. Je pensais que j'allais être super émotif en revenant ici, que j'allais chialer comme une chochotte. Oh là là, les souvenirs qui remontent. Non, en fait, ça me fait cogiter de fou. Je me rends compte que je sais pas trop où j'en suis. Et peut-être que ça, c'est un signe à interpréter comme étant le signe qu'il faut que je tergiverse moins et que j'agisse plus. J'ai toutes les cartes en main maintenant. Je sais pas. Maintenant je sais pas. Si aujourd'hui, en écrivant cette voix off, j'ai encore l'impression de m'enfoncer dans la stagnation, il y a 8 ans, c'était tout l'inverse. En ce mois béni de mai 2017, je me sentais pousser des ailes. J'avais la dalle, je voulais tout voir, tout faire, tout vivre. Alors ni une ni deux, direction Hakone. 70 km depuis Yokohama, un lac né d'une explosion phréatique vieux de 3000 ans. Et là-bas, j'ai découvert 2 choses qui ne m'ont plus jamais quitté. La première, c'est la montagne. Et la deuxième, c'est ce besoin vital de respirer dans les grands espaces. À Hakone, j'ai aussi découvert les conséquences très concrètes d'une organisation, disons, perfectible. Donc comme j'ai dit plus tôt, le tour fait 21 km. Je vais le commencer. Si j'ai de la chance, je vais tomber sur l'arrivée du ferry. Je pourrais prendre le ferry dans l'autre sens puis rentrer en transport en commun. Si je le trouve pas, je pense que le programme, ça va être faire un petit somme dans la forêt, refaire la route du bus pendant la nuit vu qu'il n'y en aura plus, et prendre demain matin le train de 5h du mat, le premier. C'est compliqué. Je sais pas trop comment ça va se passer. On verra bien. Et ce qui me frappe aujourd'hui en revoyant ces images, c'est à quel point je le prends bien. À quel point l'idée d'appeler à l'aide ne m'effleure même pas l'esprit. Je m'adapte, je fais avec, je deviens autre chose que ce que j'étais. J'ai quand même réussi à rentrer le soir même. Et à partir de là, tout s'accélère, tout s'enchaîne. Un week-end à cheval entre carmites de voitures anciennes et randonnée sur les rochers du littoral avec mon pote Yu à Jogashima. Puis l'arrivée de mes parents pour 3 semaines de voyage. Les pentes du vénérable Fujisan. Une nuit en auberge traditionnelle à Fujikawa Gochiku. Puis une escapade urbaine à Osaka. Puis la rencontre digne d'un Disney avec les cerfs Sika de Nara, considérés à juste titre comme des trésors naturels. Puis la magie traditionnelle de Kyoto. Puis la tranquillité mêlée de beauté et de solennité d'Hiroshima. Un Japon de carte postale, mais vécu au plus près, les yeux grands ouverts.
Mes parents à peine repartis que je remets déjà le couvert. Match de baseball à Yokohama. Victoire locale évidemment, puis Matsumoto et les Alpes japonaises avec Yu à nouveau. Chaque week-end est une fuite en avant. Chaque sortie, une preuve que je deviens un autre. Et on remet une pièce dans la machine, et pas des moindres. Cette fois, je traverse la baie de Tokyo en bateau pour grimper le Nokogiriyama, une petite montagne côtière qui abrite de monumentales statues bouddhiques. Il y a un téléphérique pour ça, mais j'ai voulu faire le malin, demander aux locaux par où passer pour grimper à pied. Et on s'est très mal compris. J'ai sous-estimé le relief. Quelle erreur! Et j'ai attaqué la montée comme un speedrunner dératé. Résultat, perdu dans une forêt étouffante, sans réseau, sans l'ombre d'un plan B. Cette fois-là, j'avoue, j'étais pas loin de céder à la panique. Mais un couple de retraités m'a finalement trouvé, et après leur avoir montré une photo des statues bouddhiques, ils m'ont demandé de les suivre. 8 km, à pied, jusqu'à leur voiture. Et moi leur déposer devant le Yakushi Buddha comme si c'était normal. Et là seulement, j'ai compris l'ampleur du quiproquo de départ. Et si cet honorable couple est amené à regarder cette vidéo, je réitère, arigatou gozaimasu. Les heures passant, le téléphérique avait fini par fermer ses portes, évidemment. Le seul chemin de retour passait par la route, au milieu des voitures. Foutu pour foutu, faut bien retourner à la maison. J'ai été sauvé entre guillemets par un vieux monsieur qui me fait monter à l'arrière de sa bicyclette pour atteindre la gare. Puis le ferry, puis la maison. J'étais sale, vidé, lessivé, j'avais 32 km dans les jambes. Et pourtant, incroyablement heureux. Parce que ce jour-là, j'avais peut-être rien vu du Nokogiriyama, mais j'avais tout vu de ce que l'aventure peut donner quand on s'y abandonne vraiment. Le Yann aventurier était devenu un Yann qui en voulait toujours plus. Et pour conclure en beauté cette transformation, avant le retour de mon père, qui lui non plus n'avait pas eu sa dose, il ne restait plus qu'un défi à relever, l'ascension du légendaire mont Fuji. On est à 2725 mètres. Cool. Alors on est à peu près 3 km d'altitude entre la station 7 et 8. Et on prend une petite pause pour éviter de se retrouver avec le mal aigu des montagnes juste au-dessus. Parce que c'est vraiment raide cette merde. Look at Stepeles. Fuck it. C'est pas évident. C'est pas une promenade de sortie comme on pourrait dire. Alors on est là presque à 8e station. We're close to 8. I think so. It's starting to rain. Les tempêtes de sable ici, plus on monte, plus l'eau elle devient chère. J'en ai pas beaucoup parce que je suis à date. Atteindre le sommet du Fuji, c'était tout un symbole. Je passais du ras de la mer de Yokohama au toit du Japon. Je passais d'un manque criant de confiance en moi à cette impression enivrante de pouvoir tout surmonter. Je contemplais les nuages d'en haut, comme s'ils emportaient le Yann d'avant avec eux. Mais alors pourquoi ? Pourquoi je suis pas resté au Japon ? Des 7 mois en cumulé que j'ai passé au Japon, cette soirée, en dehors du cadre professionnel, c'est la seule que j'ai jamais passée avec des locaux. C'était la seule fois où j'ai eu, disons, une fenêtre sur l'intimité des Japonais. Et si j'ai eu l'opportunité de passer cette soirée, c'est grâce à l'inspecteur. Cet homme est spectaculaire. Cet homme est spectaculaire pour la raison suivante. Il est tout à fait français et il conduit avec le volant à droite. Pour ce bien incapable. Le volant, c'est comme Chirac. C'est à droite. On s'est rencontrés il y a maintenant plus de 10 ans pendant nos études, ça nous rajeunit pas tout ça, et il a fait le choix de s'installer au Japon depuis quelques années dans la préfecture de Miyazaki, dans un appartement qui respire le pays, non pas en nageant dans des clichés grotesques, mais par des petits détails typiques de l'esprit nippon. Comme cette lampe qui te montre le sol la nuit sans t'éblouir et qui te permet de pas te casser la figure.
Quand ta machine est finie, tu peux mettre tout ton linge dans la salle de bain et appuyer sur le bouton t-shirt pour transformer toute la salle de bain en séchoir géant et ça marche bien. C'est une poubelle comme les autres, tu l'ouvres en appuyant sur la pédale et regarde ça, elle se referme tout doucement comme un soft close de voiture de luxe. Ça fait aucun bruit, c'est hyper agréable. Partir vivre au pays du soleil levant, ça en fait rêver plus d'un. L'envers du décor, ce que beaucoup s'abstiennent de montrer, c'est la quantité absurde d'efforts à fournir pour s'intégrer dans la société japonaise. Notre ami l'inspecteur est passé par là. Loin de moi l'idée de vouloir lui faire un procès d'intention, mais l'inspecteur est un véritable amoureux du Japon. Il s'est pas installé sur place pour savourer les bons côtés du pays pendant quelques temps, traîner entre expatriés et finir par retourner en France au moment où le manque de fromage deviendra insurmontable. Je connais pas ses objectifs à long terme, mais à moyen terme en tout cas, il voulait clairement construire un truc. À mes yeux, son parcours est un modèle d'intégration. Il a cravaché des années pour apprendre la langue qu'il maîtrise aujourd'hui très bien. Il a voyagé plusieurs mois sur place avant de s'engager pour s'assurer que sa volonté de rester n'était pas qu'un fantasme. Au quotidien, il vit japonais, il mange japonais, il se comporte japonais, il respire japonais, son réseau est japonais, ses habitudes sont japonaises. D'une certaine façon, c'est peut-être lui l'ami japonais que j'ai jamais réussi à me faire. Une immersion de cette profondeur, ça implique quelque part un effacement partiel de sa francité, entre guillemets. Ça n'exige pas qu'une compréhension fine des usages, ça implique aussi une adaptation constante et ça repose sur un équilibre fragile. La société japonaise est extrêmement codifiée et c'est épuisant de s'y formater constamment. Quand on est né en France, on n'efface pas les 25 premières années de sa vie d'un revers de main. Moi en tout cas, je m'en sentais pas capable. Chasse le naturel et reviens au galop. Et cette barrière à l'entrée, aussi invisible soit-elle, engendre inévitablement une forme de solitude. Si cette soirée karaoké a autant compté pour moi, c'est peut-être parce que le reste du temps, il n'y avait pas grand-chose à compter. Si j'ai adoré le temps que j'ai passé ici, vous devriez l'avoir bien compris maintenant, l'expérience dans son ensemble a souvent été teintée de solitude. Pas la solitude d'être seul pendant une promenade, mais celle de l'isolement. Celle de se sentir comme un naufragé dans un décor sublime, avec ce rappel permanent, comme un bruit de fond, qu'on n'en fait pas vraiment partie. Le Japon t'accueille, il te tolère, mais il t'adopte jamais vraiment. Et ma maîtrise du japonais, objectivement claquée au sol malgré tout le temps passé sur l'archipel, n'a évidemment rien arrangé. C'est un constat pénible à poser, mais j'en porte l'entière responsabilité. Dans l'absolu, le sacrifice de l'inspecteur est grand. Mais son projet d'intégration est indéniablement une belle réussite. Aujourd'hui, avec le recul et à travers son expérience devenue la mienne par procuration, je pense pas que j'aurais réussi. J'aurais pas tenu. J'avais ni la discipline ni la motivation d'en faire autant. J'étais tout simplement pas prêt à en payer le prix. Et ce décalage, je l'ai aussi ressenti là où je m'y attendais le moins. Dans la seule passion qui me rapprochait vraiment du Japon. J'ai toujours été passionné d'origami. Je pratique depuis 23 ans au doigt mouillé aujourd'hui. Je ferai peut-être un jour une vidéo dessus. Et il se trouve qu'à Tokyo, il y a un endroit génial où vous pouvez voir des modèles pliés, acheter des livres ou des papiers spécifiques pour faire de l'origami. Je trouvais la Origami House à Tokyo. Et coup de chance, Satoshi Kamiya en personne à l'intérieur. Et Satoshi Kamiya, c'est un des meilleurs origamistes du monde. Ce mec est une légende, c'est une rockstar dans le milieu. Et il est timide comme la mort, j'ai jamais vu un truc pareil. Il est si timide, il fait presque de la peine, il refuse les selfies, il refuse les autographes. C'est à peine s'il te regarde quand il te parle. C'est un peu une désillusion, mais je reste malgré tout un grand fan de son travail qui a vraiment changé la face de l'origami aujourd'hui. Elle a pas voulu prendre un selfie. On peut pas tout avoir. Même là où je pensais être légitime, je l'étais pas tant que ça finalement. L'origami n'est absolument pas un loisir populaire au Japon et le grand Kamiya-san m'a confirmé une chose, faut jamais rencontrer ses idoles. Des désillusions, à vrai dire, j'en ai pas eu beaucoup d'autres. Et en même temps, j'avais pas vraiment d'attente. En dehors de l'origami, je projetais rien de précis sur le Japon. Mais ça n'empêche pas beaucoup de gens d'en avoir, parce que le Japon est largement idéalisé. On parle souvent, à juste titre, de la sécurité exemplaire du Japon. Mais ça arrive qu'il y ait des agressions. Ça arrive aussi que des crimes violents y soient commis. Et ils sont souvent minimisés, voire occultés, parce que l'image compte énormément.
Et quand un drame éclate malgré tout, il est souvent particulièrement sordide en plus. L'affaire Tiphaine Véron, par exemple, disparue à Nikko sans laisser de traces, dont l'enquête a été jugée très insuffisante selon nos standards, reste à ce jour une plaie ouverte pour ses proches. Il y a aussi l'histoire d'Issei Sagawa, ce japonais devenu tristement célèbre pour avoir tué et mangé une étudiante néerlandaise de 24 ans à Paris avant d'entrer librement au pays. Plus récemment, des agressions isolées, comme celle subie par le streamer Young James à Shinjuku, rappellent que le Japon n'est pas une bulle où rien ne peut vous arriver. Est-ce que ça veut dire que le Japon est dangereux ? Absolument pas. Il est simplement un tout petit peu plus que ce qu'on aime raconter. On entend aussi souvent dire que les Japonais sont racistes envers tout ce qui n'est pas japonais. Là encore, la réalité elle est plus nuancée. Si tu t'amuses à filmer des dépouilles dans la forêt d'Aokigahara comme Logan Paul ou à te comporter comme une sombre merde à la Johnny Somali, alors oui, tu vas avoir des problèmes et tu les auras bien mérités en plus. Les Japonais sont pas racistes, ils sont conservateurs. Ils tiennent à leurs règles et à ce que tout le monde les respecte. Le Japon, c'est pas le paradis, mais il s'en rapproche à bien des égards. Si je m'y suis souvent senti seul, je m'y suis jamais senti rejeté. Tout simplement parce que je sais me tenir. Je sais pas pour vous, mais j'en ai ma claque de parler des mauvais exemples. Alors permettez-moi de vous présenter Alexandre, ex-collègue et ami, bientôt 15 ans de vie au Japon, marié à une japonaise et père d'une petite fille, qui s'est prêté au jeu et qui a accepté de nous partager son expérience. Après 13 ans, je veux dire que je suis satisfait. Willéo, il y a débat, hein. C'est pas forcément une expatriation facile, même si les conditions sont, en tout cas au début, sont super. L'expatriation en tant que telle, la délégation, techniquement parlant, c'est royal. Mais pour autant, travailler au Japon, c'est pas tout le temps. Savoir faire des choix, prendre des décisions pour se préserver, quoi. Pas toujours subir, en tout cas pas trop longtemps. Et pour maintenant, enfin, avoir un boulot qui me plaît. Je vis dans la plus belle ville du monde. Si on t'offrait l'opportunité de retourner en France avec ta femme et ta fille, est-ce que tu l'acceptes ? Ah, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il faudra pas que ce soit à Paris. Je m'attendais à une réponse ferme, tu vois. Ah bah... Je suis étonné. Je pense pas que je vois la France ici objectivement. Ce que je vois de la France ici, c'est à travers les journaux, les médias. Et c'est pas forcément le plus juste. Je pense que ça me donne une image un peu altérée. Et du coup, si je me contente de ça, effectivement, je pourrais me dire que non. Quand on voit le bordel politique, entre autres, c'est franchement pas du tout attirant. Faut jamais dire jamais, faut pas se fermer de porte, après tout. Mais bon, je sais pas ce que demain me réserve. Ce sera peut-être pas la France, ce sera peut-être même ailleurs. Peut-être même en dehors du Japon, mais pas forcément en France. Toi-même, t'en as l'expérience, le monde est grand. Même si je parle pas bien la langue, je perçois beaucoup d'éléments de la culture. Il y a beaucoup d'éléments de culture dont je me suis imprégné. Et pour certains que j'avais déjà un peu en moi, je pense, un certain trait de caractère, un certain état d'esprit qui prédispose un petit peu, je pense. Le fait d'avoir une réelle volonté de m'intégrer, de rentrer dans le moule, quoi. Et ça, ici au Japon, c'est très apprécié parce que tout le monde fait comme ça. Les Japonais, mine de rien, un côté un peu pas sectaire, mais assez renfermé. Ça ne se voit pas aussi facilement. C'est paradoxal parce qu'ils sont très ouverts à la culture occidentale dans de nombreux aspects. Tu peux le voir, tout un tas de choses, de Marco Donaldo par exemple, ou plein d'autres encore. Mais d'un autre côté, au point de vue humain, ils se mélangent pas beaucoup. T'as eu des problèmes avec ça, toi ? Ou ça s'est fait naturellement, finalement ? On peut pas dire des problèmes, mais parfois un peu d'isolement. C'est pas nouveau, du fait de ma surdité, j'ai toujours été un peu victime de ça. J'ai du mal à communiquer avec les gens locaux, mais pour autant, quand j'essaie, quand je fais un peu l'effort d'eux, même si j'ai malheureusement du mal à entendre les réponses, c'est là mon gros problème, c'est toujours très bienvenu, Mais c'est vrai que faire des vrais amis japonais tout seul par moi-même, j'ai pas réussi. Bah, j'en ai pas non plus. Moi. En 6 mois, j'ai pas réussi à m'en faire. Moi, je suis resté 13 ans. T'as pas vraiment d'amis japonais. J'en ai eu, mais c'est vrai que... Ça te frustre ou finalement tu t'en fous parce que ton compte avec ta femme et les autres amis étrangers que t'as ici ? Ça, ce qu'on disait, c'est le rythme du travail qui conditionne beaucoup tout le reste. C'est que la semaine, déjà, j'ai le temps de rien. Se voir le soir, comme on fait là, c'est exceptionnel. Pour ça, je suis content d'avoir vécu en France avant. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une vie avant. Là, côté du boulot, je peux pas dire être très heureux de ce point de vue-là. Faire des amis japonais, c'est pas que je veux pas, mais c'est difficile déjà par la langue et ensuite par le manque de temps, quoi. Est-ce que tu recommanderais l'expatriation à un jeune Français qui a envie de voir du nouveau ? Ça dépend vraiment de ses intérêts personnels.
de sa volonté. Mais pour quelqu'un qui peut parler japonais, oui, parce qu'il aura beaucoup plus de facilité déjà à rencontrer des gens. De toute façon, c'est une excellente expérience à tout point de vue. Après, c'est une question de perspective. Quelqu'un qui veut rester que 3 ans, c'est pas très grave. Si on veut construire un avenir ici, il faut quand même... ça demande plus d'efforts. C'est vraiment une question de perspective, c'est une question d'envie, de volonté, je pense. Parce que ça peut changer aussi avec le temps. On peut venir un peu en dilettante au début, comme moi je suis venu expat au début, j'avais aucune intention de rester. Puis l'intention est venue avec le temps. Moi, ce qui m'arrive parfois, c'est d'aller en France et sur le chemin du retour vers le Japon, de me dire, je rentre à la maison. Ça c'est beau ça. Au Japon. Objectif de vie, c'est exactement ça. Alors que j'ai passé 2 semaines, 3 semaines en France, voir de la famille, voir des amis, ben, la maison c'était ici pour moi. Quand j'ai quitté la Corée du Sud, là, il y a 2 semaines, et que j'ai atterri à Fukuoka, dans ma tête j'étais aussi dans cette optique, je rentre à la maison. Le Japon. Le Japon ? J'ai des repères ici, je me sens bien ici, j'ai l'habitude ici. Mon appart me manque, mais pour tout le reste... Est-ce que toi, Alexandre, tu es devenu quelqu'un d'autre en arrivant ici? Mais ça je sais pas, putain. Au-delà du fait que tu sois devenu papa, ce qui change n'importe quel homme. Je sais pas. Je réfléchissais justement à ce que tu disais à ton propos. C'est peut-être pas tout le monde. Je sais pas si ça m'a tellement changé. D'emblée, je t'ai expliqué, hein, j'ai très vite eu un rôle un peu d'intermédiaire entre le Japon et l'Allemagne. Et j'avais pas besoin de changer pour ça. J'étais déjà suffisamment, entre guillemets, malléable pour supporter les 2 environnements, pour faire face aux 2 environnements. J'ai pas eu besoin de changer pour ça. Ça n'a pas été une difficulté du tout pour moi d'appréhender ce nouveau milieu, pour m'y adapter, pour le comprendre. Je veux dire, pour le travail, j'ai pas eu besoin de changer. Est-ce que maintenant, en termes de local ici, j'ai pas trop l'impression. J'ai toujours aimé de nombreuses valeurs qu'ils ont ici, comme par exemple l'ordre, comme par exemple le respect des gens, inconditionnel. Ça, c'est une valeur fondamentale pour moi. Et ici, c'est absolument normal. Alors que, par contre, en France, je vois bien malheureusement, pas seulement en France, mais c'est des valeurs qui se perdent. Et moi, ça me fait pas du mal, mais ça me déçoit énormément. Ça me déçoit profondément. Là, en cet aspect-là, je reconnais pas mon pays. Et ça penche énormément à la faveur du Japon, d'un pays comme le Japon, mais pas que le Japon. Il y a pas mal d'autres pays quand même où heureusement ces valeurs-là demeurent. Mais, donc handicapant en moi, si ça m'a changé, j'ai pas trop l'impression. Mais ça dans mon élément ici. Même si je suis français, que j'aime bien tergiverser parfois avec les règles, mais malgré tout, je trouvais que c'était bien que les gens respectent simplement les règles. Ça fait vivre les gens de manière harmonieuse en société. Je pense pas trop avoir changé. Je pense que j'ai trouvé un endroit qui correspond bien à mes valeurs fondamentales en tout. Voilà. Je pense qu'on peut répondre à la grande question qui a structuré cette vidéo maintenant. Professionnellement, c'était possible de rester après une formation de quelques mois. C'était mon dernier stage, la voie était libre. On m'a tendu la perche, mais je l'ai jamais saisie. Je crois qu'on peut résumer cette décision en un mot. L'immaturité. L'opportunité est belle, mais au bout de 6 mois sur place, les inconvénients du Japon ressurgissent et le mal du pays s'installe. J'avais pas le recul suffisant pour peser sereinement le pour et le contre. C'était malgré tout pas une décision prise à la légère et elle me taraude toujours encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ma vie aurait bien pu être si j'étais resté? Personne ne le saura jamais. La chance de rester a été offerte à tous mes collègues stagiaires à l'époque. Très peu ont franchi le pas, mais tous se sont mis à voyager. Je pense que chacun à notre échelle, on est tous sortis grandis de notre séjour sur l'archipel nippon. Mes rêves américains, eux, ils s'étaient évaporés. J'ai jamais remis les pieds aux États-Unis depuis. Pas par désintérêt, mais parce qu'il y a tellement plus à voir. Nous y voilà, c'est ma dernière soirée au Japon. J'avais pensé à finir en beauté, en feu d'artifice, en allant, j'en sais rien moi, manger dans un resto shiny ou faire un truc fou, une énorme randonnée. Finalement, je suis revenu devant l'immeuble où j'habitais avant. Et je pense que symboliquement, c'est la plus belle des façons de finir la boucle. C'est là que ça a commencé, c'est là que ça doit finir. Je pense pas que je puisse venir dans un endroit plus cohérent et plus représentatif de la transition dans ma vie que ce pays a marqué. C'était vraiment là, c'était l'épicentre de l'évolution. Je suis moins triste que la première fois à l'idée de m'en aller. C'est toujours possible de revenir. Pour plus longtemps, pour moins longtemps, pour du tourisme, pour s'y installer, pour travailler. Le Japon existe toujours, le Japon va bien. Et ce que j'aimais à l'époque est toujours là. Je le ressens moins parce que les conditions étaient pas les mêmes. Mais au fond, ici, je sais que... Merci le Japon.
merci pour tout ça, merci pour ces 3 semaines et merci pour les 6 mois il y a 7 ans. Merci beaucoup. Avant de retourner en France, j'ai passé quelques jours à Hong Kong et Macao. Ça a tout simplement débridé ma soif d'en voir plus. Toujours plus. Et c'est pas que des mots. Les 7 années qui ont suivi, j'ai visité 35 nouveaux pays, certains plusieurs fois, et j'ai absolument pas prévu de m'arrêter là. Le retour à la maison était brutal. La grisaille m'a assailli. Une fois l'euphorie des retrouvailles retombée, on se rend bien compte de tout ce qu'on a laissé derrière soi. Le confort du quotidien, ce talent pervers de toujours être terriblement attirant, puis foutrement ennuyeux une fois qu'on l'a choisi. J'aurais pu essayer d'y retourner, mais la vie en dehors des voyages a suivi son cours. Le travail, les relations, les responsabilités, le confort du laisser-aller, l'inertie des événements mêlée à une certaine forme de lâcheté personnelle avait pris les manettes. Les voyages ont été relégués au rang de parenthèse indispensable, mais parenthèse quand même. Aujourd'hui, je sais toujours pas trop ce que je veux. Mais au moins, je sais ce que je veux pas. Et c'est déjà énorme. Et ça, c'est au Japon que je le dois.